Oui, si tu mets ça. Bonjour à tous, chers amis. J'espère que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien. Alors, par avance, je vous souhaite une très très bonne année 2025. Nous reprenons, chers amis, un petit peu le cours de l'histoire de nos rois, après avoir fait une petite, on va dire, une petite incursion de balade, d'une promenade, parce que j'aime bien sortir le matin tôt, très tôt même d'ailleurs, parfois beaucoup plus tôt que la plupart, hein, à part ceux qui partent travailler, mais là, c'était pas le cas, c'était pas trop le cas, je crois. Alors, j'espère que vous allez bien chez vous, que ça s'est bien passé, que les fêtes de réveillon ou de veillée, ou enfin, bon, j'espère que tout s'est bien passé en famille, entre amis, surtout avec les amis. Généralement, en ce jour de fête du Nouvel An, c'est plutôt les amis, un peu la famille aussi, faut pas se le cacher. Bon, en tout cas, j'espère que vous vous portez bien, que vous allez tous bien. Merci pour les nouveaux abonnés qui rejoignent ma chaîne et à ceux-là, ben, comme à tous les autres, hein, même les plus anciens qui ne se sont pas encore abonnés, ben, abonnez-vous, abonnez-vous, partagez cette vidéo, commentez, surtout faites-moi des commentaires parce que ça manque énormément. J'ai pas de commentaires, je n'ai rien, pratiquement rien. Donc activez la clochette et puis bien sûr, voilà, hein, mettez le pouce, hein, ça m'aidera beaucoup pour mes vidéos. Merci à vous et à vous tous, ainsi qu'à vous tous évidemment. Alors, nous continuons, je l'ai dit, le cours de l'histoire. Voilà. Oh, c'est pas possible. J'appuie sur un bouton et ça n'agit même pas. Bon. Alors nous allons à ce roi-là aujourd'hui, chers amis. Nous allons parler de Chilpéric Ier, roi des Francs. Bon, j'ai fait une vidéo que je mettrai peut-être bientôt en ligne, touchant un petit peu ce que je pense de l'histoire revisitée par des religieux, des évêques, enfin, par un clergé qui a pris en main tout le sens de l'histoire, de ce qui nous est enseigné dans les écoles et les universités. Mais j'en reparlerai, je ferai une vidéo là-dessus aussi. Voilà. Alors, qui était Chilpéric Ier? Bon, tout d'abord, le meurtre de Genswint, là, par Chilpéric Ier, dans les grandes chroniques de l'Hexagone de Charles V, vers 1375-1380, Bibliothèque nationale de l'Hexagone, donc, département des manuscrits, bon, voilà, etc. Bon, concernant le meurtre, hein, vous savez ce qu'il en est, on en avait parlé dans une vidéo précédente. Alors, on va faire un petit peu la carte nationale d'identité de ce prince. Alors les titres, roi de Soissons, déjà de 561 à 584, 23 ans, prédécesseur Clotaire Ier, successeur Clotaire II. Alors roi de Paris, 567-584, 17 ans, prédécesseur Caribert Ier, successeur Gontran. Alors, biographie, dynastie mérovingienne, date de naissance 525-527, date de décès septembre 584, lieu de décès Chelles, en Île-de-France, hein, voilà. Ah, je me disais, mais... Nature du décès, assassinat. Ah, ben le pauvre. Lui aussi, il n'a pas eu de chance. Hein. Il n'a pas eu de chance. Alors, sépulture, abbaye de Saint-Germain-des-Prés à Paris. Père, Clotaire Ier, on vient de le dire. Mère, à Régonde. À Régonde, voilà. Conjoint, Audover. Alors, Audover, voilà, on a une peinture. Attendez. Gelswet et Frédégonde, voilà, pour ses conjoints. Alors regardez bien, les enfants mérovés, est-ce que cela vous paraît pas un petit peu... est-ce que ça vous paraît pas étrange, hein?
Bassine, ça c'est une fille, enfant, Rigonde. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On l'enferme dans une caisse. Clotaire 2, Tibère ou Théodebert, Clovis, oula, qu'est-ce que c'est que ça? Childégonde, Samson, Dagobert, résidence, Soissons, Rouen, Paris, Cambrai, Vitry, en Artois. Liste des monarques, bon ça on l'a vu. Alors je comprends pas pourquoi on nous met Chilpéric Ier, mérovingien, et puis comme fils Mérové. Ça vous paraît pas bizarre, vous? Il y a une inversion totale de la chronologie. Enfin bon, vous me pardonnerez, chers amis, je ne fais que répéter un peu ce que je lis, mais en même temps, ça me permet, ayant quelques petites connaissances, ça me permet de vous dire ce qu'ont fait les religieux, ce qu'ont fait le clergé, le Vatican, ou peut-être même l'Inquisition, les jésuites, hein, allez savoir. Parce que bon, Grigore de Tours, c'est vrai, c'était lui qui était l'écrivain de cette époque. Bon, là, je ne sais pas si c'est lui qui raconte l'histoire de Chilpéric Ier. En tout cas, ça me paraît assez étrange. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire de Chilpéric? Mais attendez, je réfléchis un petit peu parce que... Bon, ça y est, oui. Voilà, c'est ça. C'était bien ça. Alors, Chilpéric Ier, bon, date de naissance, on l'a vu. À la mort de Clotaire Ier, le royaume des Francs réunifié. Attendez, déjà, je vais voir un petit peu si c'est une longue... Ah oui, là, c'est un peu plus long. Le règne a duré un peu plus longtemps. Bon. Oula, oui, ça a l'air bien long. Donc, à la mort de Clotaire Ier, je viens de dire, le royaume des Francs, réunifié en 558 et partagé entre ses 4 fils, Sigebert, Gontran, Caribert, et leur demi-frère Chilpéric. Tiens, on parle même plus maintenant de Mérové, c'est pas mal. Qui reçoit le royaume de Soissons. Enfin bon, contexte historique, territoire franc au VIe siècle, dynastie mérovingienne. Chilpéric Ier, né au sein d'une des familles princières franques, issues de Mérové. Ah, bon, pourquoi ils le mettent comme enfant alors? Et de Clovis, fondateur de la dynastie mérovingienne. Les Mérovingiens constituèrent la première dynastie qui régna sur la majorité des territoires actuellement de l'Hexagone et belge, ainsi que sur une partie du sud de l'Allemagne et de la Suisse. Au 5e... Alors, vous voyez, ils ont tronqué la Gaule, hein, parce qu'ils ne parlent pas de l'Irlande, ils ne parlent pas de l'Écosse, ils ne parlent... Bon, bref, il y avait une partie qui était dans la Gaule. Hein. Bon, la Gaule, c'est ce qui est devenu les pays francs. Au 5e siècle, au 8e siècle, après la fin des invasions barbares, voilà. Toujours les barbares, hein. C'est connu, hein. Regardez le casque. L'expression invasion des barbares est une spécificité de l'Hexagone héritée du 19e siècle et du début du 20e siècle pour désigner une période commençant par l'arrivée des Huns en Europe centrale et orientale aux environs de 375 et finissant par celle des Lombards. Oh, d'accord. Ouais, les Lombards, c'était des barbares. Ben, merci pour eux. Ils m'insultent. C'est une grave insulte. Les Lombards n'étaient pas des barbares. Dans les provinces romaines occidentales, dont la Gaule. Ils sont issus des Francs saliens, on en a parlé, qui étaient établis au 5e siècle. Alors, les Saliens sont des membres d'un des peuples germaniques qui constituent la Ligue des Francs. Ce peuple vivait à l'origine à l'est de la rive du Rhin, comme tous les autres peuples francs, mais quant à eux, à proximité de l'embouchure, ils étaient voisins des Chamaves, des Baumes, des Bataves, enfin bon. Ok, voilà. Bon,
La Gaule, Belgique, oui, ah oui, ben oui, il n'y avait pas l'Irlande, il n'y avait pas bon, écoutez, pourtant les Irlandais parlent le celte. Ah oui, il y a un joueur de football, il y a 2 3 ans, il a écrit une lettre au stade de Reims, de Rennes, pardon. Il avait écrit à des Bretons, justement, il a écrit en breton, donc en celte. Parce que le breton, la langue d'origine, c'est celte, le celte. Société angole, franque au VIe siècle. Bon, on va passer rapidement. Mariage chez les Francs. Bon, les Francs, comme les autres peuples germains, pratiquaient l'endogamie. Oui, bon, ben, au sein de la cipe, du clan, groupe des parents étendus. Bon, biographie enfance et première campagne. Chilpéric est le fils de Clotaire Ier, de la seconde épouse, la reine Harigonde. La date de naissance n'est pas clairement établie, ben évidemment, hein, en 525 et 527, selon Frédéric Armand, qui c'est cet homme. Bon, on n'a pas grand-chose. Vers 537 pour Pierre Richer. Ouais, bon, quand on voit... Et Christian Settipani. Ouais. Bon. Non, Chilpéric est la forme francisée d'un nom vieux francique qui apparaît dans les textes latins sous les formes Chilpericus chez Grégor de Tours. Encore lui. Et Venance Fortuna. Alors, qui est Venance Fortuna? Un religieux, j'en suis certain, non? Il n'est pas religieux, lui. Nom latin Venantius Honorius Clementianus Fortunatus, né est un poète et un hymniste chrétien, bon, ou déjà du VIe siècle, ordonné prêtre. Voilà, vous voyez, comme quoi que je n'invente rien, chers amis. Vous voyez, vous suivez comme moi, tout est écrit par des curés, des évêques, des moines, bah, repris plus tard, hein, parce que bon, les écrits de ces religieux, de ces gens, n'est pas resté simplement à l'état pur tel que l'ont écrit Grégor de Tours et les autres. Hein. Non, non, ça a été repris, revisité par l'Inquisition, par voilà, comprenez, pour voir si c'était bien conforme à la pensée de l'époque de l'Inquisition, et que nous avons aujourd'hui. Bon, éducation, le jeune prince reçoit probablement une bonne éducation. Que Venance et Fortuna évoque ainsi. Sur vous, 12 têtes se penchèrent tous les soins de votre père. Elle comprend l'apprentissage du maniement des armes. Bon, bref, voilà. Hein. Succession de Clotaire Ier, 561-567, partagée entre ses 4 fils, le royaume de Clovis est réunifié en 558 par Clotaire Ier. À sa mort, en 561, il laisse lui aussi 4 fils, outre Chilpéric, le seul issu de son mariage avec Harigonde. On trouve trois fils d'Ingonde, ou d'Ingonde, je ne sais pas comment on dit, sa première femme, voilà, Caribert, Gontran et Sigebert, on vient de le dire. Ils enterrent leur père à Soissons, dans la basilique Sainte-Marie, qu'il a commencé, bon, bah, je l'ai pas lu ça. Non, apparemment. Bizarre. Je suis pas en train de me tromper, moi. Chilpéric Ier, pourtant non. C'est bien ça, je me trompe pas. Non, pour ça, je me trompe pas, c'est bien ça. Je suis bien sur la bonne page. Il répète un peu les mêmes choses, les mêmes informations que je vous donne. C'est étrange. Bon, on a vu le partage, mariage, d'accord. Voilà le mariage avec Galswint en 568. Audover répudié. Oui, ça c'est pas ça, hein. c'est pas elle la reine, hein, c'est là. D'accord, bon. Bon, le meurtre de la reine Gelswit, huile de sur toile, voilà.
Début de la fête royale 568-575. La mort de Genswith met Chilpéric dans une position difficile par rapport à Léovigild. Léovigild, né vers 530 et mort en 500. Et roi wisigoth. Vous voyez, ils n'avaient pas d'armure. Hein. C'est des soldats. Ils n'ont pas d'armure. Ils ont un casque, oui, mais pas d'armure. Bon, enfin bref. Voilà un petit peu, chers amis. Le siège de Tournai. Voilà. L'assassinat de Gisbert. Révolte de Mérové. Ah bon, 567, qu'est-ce que c'est que ça? Au printemps 576, Chilpéric envoie le comte Racolen conquérir Tours, où réside le duc Gontran Bosson, meurtrier de son fils Tibère. Le duc se réfugie avec sa famille dans la basilique Saint-Martin de Tours. Chilpéric replace le Dast à la tête du comté. Le comte de Dast et l'évêque Grégoire, Grégoire de Tours bien sûr, qui a été placé là par Sigebert Ier et Brunhilde. Tiens, Brunhilde, le nom d'une déesse de 100 ans de guerre, d'une valkyrie même exactement. Mérové, le fils de Chilpéric. Ah bon? Il avait un fils qui s'appelait Mérové alors? Ah peut-être. Et alors envoyé à Poitiers. Bon, c'est possible qu'il y avait un autre fils qui s'est appelé Mérové, oui, qui n'a rien à voir avec le fondateur de la dynastie. Oui, ça c'est possible. Mais moi, je ne suis pas très au courant. Concile de Paris, bon, je ne vais pas vous montrer ça. Mérové, alors qui était Mérové? Thérouanne. Renforcement de l'autorité royale, 577-580. Conflit avec Grégoire de Tours. Ah, bah oui. Alors je vais dire ça, c'est pas inintéressant. Cette période est également marquée par la querelle entre le roi et Grégoire de Tours, devenu évêque vers 573 grâce à l'appui de Sigebert Ier et Brunhilde. Il se trouve dans une position assez difficile sous la domination de Chilpéric, dans la mesure où il est aussi en but à l'intimité d'une partie de son clergé. Eh oui, il voulait savoir, le roi, ce que faisait le clergé, et c'est son droit. Qu'est-ce que ça veut dire? Il réussit cependant à devenir l'ami d'un grand officier palatin, Answald, proche de Frédégonde. Il obtient même la destitution de son ennemi personnel, le comte Lodaste, qui est remplacé par Eunomius. Lodaste se rend alors auprès du roi, affirmant que l'évêque de Tours veut livrer la ville à l'Austrasie et qu'il propage une rumeur selon laquelle la reine Frédégonde aurait commis un adultère avec l'évêque Bertrand de Bordeaux. Eh bien, dis donc, lointain parent de Chilpéric, par peur que le doute n'atteigne la légitimité de ses fils, Chilpéric ordonne une enquête sur l'origine de la rumeur. Des clercs profitent de la situation pour déstabiliser leur évêque avec le soutien de l'évêque de Nantes, Félix, adversaire de Grégoire. Même entre eux, les évêques, ils se chamaillaient. Oui, c'est pour vous dire, bah oui, pour avoir la première place. Hein. Déjà auprès du roi, et puis même les prébendes et tout ça, quoi. Chilpéric décide alors de faire juger Grégoire et convoque un concile qui a lieu dans le palais royal de Berny, Villa Brenacum, au mois de septembre 580. L'accusateur est l'évêque Bertrand de Bordeaux. Grégoire cherche des soutiens auprès de la princesse Rigonde, ainsi que de grands officiers palatins, tels que le chambrier Héberoutin, et peut-être auprès du référendaire Faramode.
Le jour du procès, Grégoire vient en compagnie de Venance Fortunat, évêque de Poitiers, qui souhaite se mettre au service de Chilpéric en échange d'un pardon accordé à l'évêque. Un éloge panégyrique célébrant le roi est récité devant le concile, faisant de Chilpéric le fils préféré de Clotaire Ier. Ce panégyrique présente l'assassinat de Sigebert comme un châtiment divin frappant celui qui a attaqué un bon roi à la mort de son fils Mérové, rebelle en armes, est interprété comme ayant permis de prévenir une guerre civile. Fortunat évoque aussi très favorablement les œuvres de Chilpéric, un traité de théologie, des hymnes dédiés, bon, à Saint-Médard, etc. Grégoire de Tours est finalement innocenté. Ben voilà. En échange d'un serment purgatoire, le comte Laudaste est accusé de calomnie envers l'évêque. Sa destitution est confirmée et il est contraint de quitter le royaume. Selon Grégoire de Tours, à la suite du jugement, la Gaule est frappée par une série de cataclysmes. Un tremblement de terre dévaste Bordeaux, des pluies diluviennes font déborder la Loire, un incendie se propage à Orléans, et la grêle ruine Bourges, qui cependant épargne miraculeusement. L'Austrasie, la Gaule est aussi ravagée par une épidémie, de dysenterie. Voilà un petit peu, vous voyez, on appelait en Corse le pays franc la Gaule. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, hein. C'est resté la Gaule. Voilà, même jusqu'à Charlemagne d'ailleurs. Hein. Mais bon, élimination des enfants d'Odover, 580, bon. Ouais, bon, d'accord. Rapprochement avec l'Austrasie, 580-583. Regardez comment l'Hexagone était beaucoup plus grande que maintenant. Hein. Vous voyez, tout ça, c'était la Gaule. Voilà, vous voyez. Le royaume des Francs en 581, royaume de Reims, 60, métropole provinciale pour ecclésiastique, d'accord, d'Orléans, ok. Oui, c'était un peu plus grand. Mais il ne parle pas ici de ce que c'est, hein, oui. Il parle que des villes de l'Hexagone, c'est tout. C'est étrange. Voilà, mes amis, dernière manœuvre et assassinat. Bon, il meurt assassiné, ça, comme vous le savez, je vous l'ai dit. Hein. Dans les premiers mois de l'année 584, le prince Thierry meurt de dysenterie. Chilpéric hésite alors à donner sa fille Rigonde, promise aux Wisigoths, demeurant le dernier enfant en vie qu'il ait eu de Frédégonde. Elle conserve des droits sur son royaume. Il essaie alors d'échanger Rigonde avec Basine ou Bassine, cloîtrée au monastère Sainte-Croix de Poitiers, mais celle-ci refuse, influencée par Radegonde, qui l'oblige à respecter ses vœux monastiques. Affaibli politiquement, Chilpéric quitte Paris pour s'établir à Cambrai, où il installe son trésor, par crainte d'une attaque combinée des armées austrasiennes et burgondes. Il ordonne la réparation des murailles de ces cités. Au printemps de l'année 584, Frédégonde met de nouveau un fils au monde. Bon, voilà. Voilà. Entre le 20 et le 28 septembre 584, peu après le départ de sa fille, Chilpéric est assassiné près de sa ville de Chelles, après une partie de chasse à la tombée de la nuit, alors qu'un de ses serviteurs l'aide à descendre de cheval, un homme nommé Falco. Ouais. Le poignarde d'un coup sous l'aisselle, puis dans le ventre. L'assassin réussit à s'enfuir et n'est pas retrouvé. Ah, la pierre de Chilpéric ou croix de Sainte-Bauteur ou borne de Chilpéric située dans le parc du Souvenir. Émile Fauchard à Chelles rappelle cet événement. Bon, voilà, oui.
Voilà la borne où aurait le lieu où aurait à Chelles, où a été assassiné le roi Chilpéric Ier. Bon. Grégoire de Tours rapporte avec approbation les larmes versées par Gontran lorsqu'il apprend la mort de Chilpéric. En revanche, il ne dit rien de la réaction de Brunehilde. La nouvelle de la mort du roi suscite un certain désordre dans le royaume dont l'une des victimes est Rigonde. Son convoi nuptial est pillé. Frédégonde réussit à obtenir le soutien de Gontran, qui récupère au passage le royaume de Paris. Le fils de Chilpéric est reconnu lors d'une assemblée de grande neustrie. Il est alors baptisé, ben voyons, il reçoit le nom de Clotaire. Il devient roi à 4 mois sous la tutelle de sa mère et la protection de son oncle. Tout ça, c'est assez étrange, hein, voyez-vous, chers amis. Mariage et descendance. Bon, on va pas tout donner, hein, sinon ça ne sort pas. Bon, il y a Tibère, Mérovée. Alors, qui était Mérovée? Moi, j'aimerais savoir qui était Mérovée, du coup. Ça m'intéresse. Mérovée, 577 et un prince. Ah, d'accord, voilà, c'est ça. Franc mérovingien de la seconde moitié du VIe siècle. Il se trouve avec son père, sa belle-mère, Frédégonde. D'accord. Donc, c'était un fils qui s'appelait Mérové. Ce devait être des prénoms assez répandus pour l'époque. Basine, fille du roi de Neustrie Chilpéric Ier et de la reine Odovère. Clovis, Childécine et Clovis. Alors, un autre Clovis, hein, c'est pas le même. Alors, en 568, Chilpéric se remarie avec Galswint, fille d'Adalgilde, roi des Visigoths et sœur de Brunehilde. Alors voilà, en troisième noce, Chilpéric épouse Frédégonde, morte en 597, probablement issue d'un milieu peu élevé, comme le suggère Grégoire de Tours. Grégoire de Tours. Bon, alors quels sont ses enfants? Clodebert, Rigonde, Samson, Dagobert, Thierry de Théodoric. Non, Thierry ou Théodoric, Clotaire Ier. Bon, de toute façon, avec les religieux, c'est toujours l'un ou l'autre, mais on ne sait pas. Bah oui, on ne sait pas. Bon, remarquez, c'est vrai que à l'époque, aspects généraux du règne de Chilpéric. Alors, justice, les rois mérovingiens, considérant que le royaume est leur propriété, règnent sans partage et ne reconnaissent pas l'existence de biens ou de services publics qui sont pris en charge par les comtes et les évêques. Un maire du palais, majordomus devenu majordome, de Gisèle, est le supérieur de tous les fonctionnaires royaux, ainsi que des grands et des commis, et a pour fonction leur coordination. Les décisions prises n'émanent que du roi, qui ne rend de compte à personne. Cependant, Chilpéric prend conseil auprès des hommes de bien, notamment lors du conflit qu'il oppose à Gontran d'évêque, ou de son épouse Frédégonde. Oui. Fiscalité. Alors attendez, là on va voir ce qu'ils vont dire, parce que ça m'est... Bon, depuis la chute de l'Empire romain, l'Occident, les impôts indirects restent en vigueur. Il s'agit de taxes telles que le ton-lieu, entre féodal, le droit de ton-lieu est un impôt prélevé pour l'étalage des marchandises ou sur les marchés. D'accord. Teloneum, bureau de percepteur d'impôts, déformé en telonus, prélevé sur les transports de marchandises par les douanes. Bon. Le droit de propriété romain, puis non, ius in re aliena, distinguant le dominium, droit de propriété, et la possession, droit que possède un cultivateur par la mise en culture de la terre du maître, c'est perpétué. Vous voyez, les cultivateurs étaient propriétaires de leurs terres généralement.
C'était ça le droit féodal, vous voyez. Aujourd'hui, le paysan, ou ce qu'il en reste, il est propriétaire de quoi? Souvent surendetté, à crédit, bon. L'Église, en tant que chef de l'Église, Franck, et héritier des prérogatives de l'empereur, le roi s'occupe des affaires religieuses. Vous voyez, le roi il s'occupe des affaires religieuses. Il obtient la conversion de force au christianisme. Ça, c'est des juifs, oui, ils étaient là, donc alors, de son royaume afin de garantir leur salut. Ça, je sais pas. Il convoque les évêques pour les conciles œcuméniques à Paris. Bon. Culture, non, les cultures n'existaient pas, la culture. Diverses anecdotes de Grégoire de Tours, toujours lui, témoignent de son intérêt pour la culture. Il lit la Bible et les poètes, rédige 2 livres de poésie et compose un hymne sur la solennité de l'évêque Saint-Médard, Hymnus in solemnitate sancti. Bon, allez, dont la forme s'éloigne du modèle de l'époque classique. Sources historiques, voilà. Alors les sources historiques, en premier lieu, grâce au livre d'histoire ou histoire des Francs, chronique universelle écrite par l'évêque, voilà, Grégoire de Tours. Vous voyez, les 10 derniers livres sont consacrés au roi mérovingien, présentés du point de vue d'un évêque comme des bons ou des mauvais rois, selon leur relation avec l'Église. Voilà. Si t'es pas bien avec l'Église, t'es un mauvais, forcément. Bah oui. Bah voyons. Il affirme la supériorité du pouvoir spirituel exercé par les évêques sur le pouvoir temporel potestas exercé par les rois. Bon, ça c'était pas tout à fait vrai sous les Mérovingiens. Les Mérovingiens gardaient quand même une certaine distance. Alors, certains étaient baptisés, oui, bien sûr, certains s'étaient rangés du côté de l'Église. Alors oui, peut-être que là, ils prenaient parti plus pour l'Église que pour la religion primordiale, l'odinisme. Mais en général, la religion d'Odin était encore bien représentée en Gaule, beaucoup plus représentée que l'Église. Mais ça, nous en reparlerons lors d'une vidéo, on va dire, plus librement, porté sur un petit peu l'ensemble du règne de ces rois mérovingiens depuis comment dire, depuis le départ des Romains, enfin la conquête romaine en Gaule jusqu'à Charlemagne. Après là, sous Charlemagne, c'est là qu'il y a eu des conversions de force. Et pas sous Chilpéric Ier, contrairement, à moins que peut-être que certains rois mérovingiens s'étant fait baptiser, peut-être que oui, effectivement, ils étaient plus portés à obéir aux évêques. Ça, c'est très possible. Chilpéric vu par Grégoire de Tours. Bon, je crois que c'est pas la peine de lire, on a un peu compris. Le roi Chilpéric est dépeint par son contemporain Grégoire de Tours comme le Néron et l'Hérode de notre temps. Il le présente comme un homme intempérant et présomptueux, avide de richesse, faisant périr ceux qui en possèdent. Selon lui, il prendrait plaisir à ravager les campagnes, à martyriser les pauvres et accabler les clercs. Ah, il accablait les clercs. Ben oui, forcément, et donc il n'était pas chrétien. Voilà, c'est un peu ce que je pense, ce que je crois. Il faut préciser que l'évêque Grégoire de Tours se sentit publiquement humilié au concile de Berny, où il dut comparaître pour être jugé, accusé d'avoir calomnié Frédégonde. Chilpéric aurait même inscrit dans ses ordonnances adressées au juge que l'on arrache les yeux des personnes ne tenant pas compte de ses prérogatives. À cela, Grégoire ajoute après sa mort qu'il n'a jamais aimé personne et que personne ne l'a jamais aimé. Oui, ça c'est bon. C'est un point de vue, on va dire, oui, bon. Grégoire lui reconnaît une réelle culture, en particulier religieuse. Selon Grégoire de Tours, il aurait rédigé un décret sur la Trinité. Ah bon? Alors que, à la fois, il persécutait l'Église et il a fait un traité. Ça, c'est un peu étrange, non? Trouvez-vous pas, chers amis?
Alors, Chilpéric vu par Fortuna. Bon, ça, qui c'est Fortuna, on a déjà vu. C'est un historien plus contemporain de notre temps, on va dire, hein. Une toute autre vision de la personnalité de Chilpéric se dégage des vers du poète Venance, Fortuna. Ah non, non, Fortuna, oui, c'est le poète, oui, pardon. Du temps de Chilpéric et de Grégoire de Tours. Un autre de ses contemporains. Alors, vous réglez vos armes sur les lois et redressez les lois par vos armes, ajoutant que parmi les Mérovingiens, vous l'emportez par le savoir et la doctrine, car par la science du dogme, vous êtes tel que ne fut jamais votre père. Ah, bon, ben certains le flattent et d'autres le critiquent. Vous voyez, comme quoi qu'ils sont pas d'accord entre eux. Bon, voilà, chers amis. Voilà ce que j'avais à vous dire sur Chilpéric Ier aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, ben écoutez, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Pour ma part, je reviens ici, voilà. Vous voyez, les historiens pourtant du même clergé, donc un monsieur Venance et un monsieur Grégoire de Tours, l'un évêque, l'autre prêtre. Ils ne sont pas d'accord sur la vision. Bon, vous prendrez 10 religieux, ils ne seraient pas d'accord entre eux, mais ça... L'essentiel, c'est de sauver l'Église, n'est-ce pas? Sauver la chrétienté. Parce que face au roi, bon, le roi, c'est temporel, bon. Il ne rendait de compte à personne, même pas à Dieu, quoi, apparemment. Ben, le roi fait ce qu'il veut. Enfin, il fait ce qu'il veut. Normalement, non. Le roi, il a des obligations. Mais ça viendra avec le temps. Mais sous les Mérovingiens, c'était pas encore... déjà, la Gaule, c'était pas un État, pour commencer. L'État se formera sous Louis XIII, selon les historiens. Bon, on en reparlera. Mais voilà. Voilà un petit peu, chers amis, ce dont j'avais à vous entretenir aujourd'hui. Écoutez, j'ai pas voulu... Cette vidéo me paraît un petit peu longue. Je suis désolé d'avoir été un peu long ce matin. J'avais pas l'intention d'être très long, mais voilà, que voulez-vous, c'est des choses qui arrivent. Alors, nous sommes en début d'année, je répète encore, hein, je rabâche, hein, pardonnez-moi, chers amis. Je vous souhaite une bonne année, bien sûr, une bonne santé. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Ben écoutez, soyez heureux en famille. Vous êtes encore peut-être parmi les vôtres, avec vos amis peut-être. En tout cas, soyez plein d'empathie, soyez plein de bonté, de gentillesse, si l'on peut dire, hein, bien sûr. Et puis essayez de vous entendre, même si de plus en plus les familles et les amis se font rares. Bah, les familles, elles sont là, mais souvent disséquées, charcutées par ses pouvoirs depuis plus de 50 ans, 60 ans même, ou divisées pour régner, hein, comme on dit. Voilà, chers amis, j'avais pas plus que ça à vous dire aujourd'hui. On se dit à très bientôt. Ciao.